Aujourd'hui, je vous emmène dans un village niché au cœur de la Balagne. Niché, c'est bien le mot, car nous allons y rencontrer des scientifiques passionnés d'ornithologie. Mais pas seulement. Cécile Breton anime 2 revues scientifiques consacrées à l'histoire naturelle et à l'histoire tout court. Installée à Belgodère, elle consacre sa vie à chercher. La Balagne est son jardin, mais pas son point d'horizon. Cécile Breton sillonne la Corse avec ses carnets de croquis et ses appareils. Sa mission sacrée, vulgariser la recherche scientifique et la rendre accessible au plus grand nombre. J'essaie de faire passer, c'est qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Les chercheurs qui vous disent qu'ils savent tout ne sont pas souvent des bons chercheurs. France Bleu. 26 103.7. RCFM. Nous allons à présent parler de 2 revues. Avec nous, Cécile Breton, rédactrice en chef de ces 2 magazines, et Angélique Kilikine, enseignant-chercheur. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit peu d'histoire avec vous, Cécile Breton. La première revue, c'est Stantari. Ouais. Ça remonte à quelle année ? Alors c'est 2005, j'ai eu envie de monter une revue qui donnait la parole des scientifiques, mais qui mélangeait et des sciences naturelles et des sciences historiques, et la Corse, auquel je suis attachée depuis petite. Infatigable Cécile Breton. Hier à Ajaccio pour une émission avec Joël Orabone. Et aujourd'hui dans son nid d'aigle de Belgodère, au château Malaspine. Et finalement, ce château lui va plutôt bien. Car il y a de la noblesse à faire partager au plus grand nombre, dans un langage accessible, les travaux parfois hermétiques des chercheurs. Ici, les livres sont partout. Ils cohabitent avec les autres objets de recherche qui peuplent le monde de Cécile Breton. Le lieu où nous sommes, là, qui sont les locaux de Stantari et d'Espèces, c'est le château Malaspine. Ouais, tout à fait. On m'appelle la Châtelaine. Comment tu t'es retrouvée Châtelaine? Alors déjà, on a acheté, avec mon compagnon, on a acheté une maison à Ville-di-Parazzo, donc qui est pas très loin. Et puis, il y a Gilles Fadj, qui est depuis les débuts, qui est ornithologue, qui fait partie du conseil scientifique de Stantari depuis les débuts. Il connaissait très bien Lionel Mortini, le maire de Belgodère, et ils avaient un local à louer qui nous, pour une somme modique, et qui est génial parce qu'on a une place d'enfer et en plus dans un village qui est très sympa. Tes vacances, depuis l'âge de 1 an, hormis lorsque tu seras étudiante en archéologie, vont se passer en Corse. Ouais, tout à fait. Ouais. Mes parents ont atterri en Corse d'ailleurs parce qu'ils ont été... Ils sont descendus, je pense, dans les années 60 sur la Côte d'Azur. Ils se sont dit qu'il y avait trop de monde. J'ai malheureusement pas énormément de souvenirs, mais c'était un accueil merveilleux, quoi. C'était le paradis, quoi. Ça a été tellement chouette qu'un jour tu as décidé de venir vivre ici. Tout ça, c'est assemblé un peu comme par magie. Ça arrive, je pense, de temps en temps dans la vie, quoi. C'est-à-dire que mes différents centres d'intérêt, mon affection pour cet endroit, et puis surtout aussi, j'en avais marre de Paris, parce que travailler à Paris, c'est l'enfer. Et puis voilà, le web, l'édition, les chercheurs que je connaissais, qui étaient des gens super que j'appréciais, travailler avec des gens sympas et avec un métier qui couvre aussi plusieurs disciplines. Et en plus en Corse, c'était le bonheur, quoi. Oui, on ne voyait pas assez bien la queue en fait. Attends, sinon... Non, t'as pas, tu vois. Non, la couverture belle, là. numéro 1. Je me souviens. Elle est belle. C'est une tortue qu'on... Aujourd'hui, le comité éditorial du magazine tient sa conférence de rédaction. Le prochain numéro consacrera une place importante à l'ornithologie. Donc, toi, qu'est-ce que tu as? Montre-nous. J'ai du héron, j'ai du cormoran. Ouais, je note. Ça, on les a pas forcément en photo. Non. C'est toujours sympa d'avoir un peu de dessin, quoi. Et tu vois, ouais, même si cool. t'as que de la photo, J'ai toujours... Il y a déjà un certain nombre de photos qu'on a entre nous, les différents auteurs, et puis les gens qui nous en mettent à disposition. Et ensuite, il y a quelques espèces où on n'a pas forcément d'illustration, et puis ça serait bien effectivement de doubler en fonction des dessins que tu as.
Bonjour. Bonjour. Je m'immisce dans le conseil scientifique de Stant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On cherche. Voilà, on cherche à illustrer un hors-série qui est dans les cartons depuis un petit moment là, et qu'il faut absolument qu'on arrive à sortir. Donc c'est des petits formats genre guide. C'est sur les oiseaux. Cette hors-série va ressembler à quoi? Donc les textes sont faits à plusieurs auteurs, hein. Donc on est une petite dizaine de personnes qui avons écrit ça sur notre temps bénévole. Donc ça sera une présentation des oiseaux de Corse par milieu. De façon exhaustive, non? Non, c'est pas exhaustif, mais il y a bien une centaine d'espèces présentées quand même. Donc avec illustration essentiellement photo. Et pour celles où on n'a pas d'illustration, on compte sur Patricia pour les dessins. Mais c'est pas le seul intérêt de la présence du dessin. Oui, non, visuellement, ça anime toujours, ça varie l'illustration, etc. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a l'aspect plus documentaire de la photo, vraiment, où on voit vraiment l'animal sous son aspect le plus représentatif. Mais effectivement, avec un dessin, il y a des émotions, il y a autre chose, il y a un peu de Patricia. Il y a un autre regard. Mais en fait, c'est l'histoire du portrait robot. C'est-à-dire que Patricia, tu as quelques photos, et avec les scientifiques, tu reconstitues, c'est ça? Alors des fois, oui. Quand on a de la toque, des espèces que je verrai jamais, c'est obligé. Mais comment tu travailles, Patricia? Alors, sur le terrain, ils t'aident? Oui, voilà. Ils tiennent les oiseaux? Soit il y a des ornithos qui tiennent, soit c'est avec la lunette, sur des sites, je suis un petit peu, pas de chute très casanière, donc je vais pas loin. Des sites très urbains, en fait. Voilà, puis quand j'ai froid au nez, je m'en vais, généralement. Ce sont de drôles d'oiseaux, ces chercheurs. Et pour m'apprendre la patience, règle fondamentale de l'observation, nous partons pour une séance de travaux pratiques. On a juste oublié un détail, c'est que tout le monde n'a pas la même conception de la nature. Peu importe, passons notre chemin. Aujourd'hui, c'est sûr, les oiseaux ont dû prendre le large. Mais il y a tout de même ici quelques belles espèces de végétaux. Tu veux ramasser ça? C'est difficile, ça, non, à dessiner, fais voir. Ah, mais c'est rigolo, hein. Ouais. On les prend pas, des griffes de sorcière? Ça, c'est pas... C'est même recommandé. Très bien. 1, 2, et on prend celui-là aussi. Ah, là, c'est immense difficulté. Voilà. On le prend pas. C'est aussi l'histoire d'une rencontre avec Laurent Jacques Coste. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, on s'est rencontrés sur un chantier archéologique d'ailleurs, c'était marrant. Il fouillait à l'époque vers Sartène. Comment vous faites tous les deux pour publier dès les premiers numéros une revue très classieuse avec du beau papier, des photos magnifiques, des signatures incroyables? Alors, il y avait le réseau de contacts qu'on avait tous les deux, déjà. Après, on a mis des sous quand même pas mal pour lancer, parce que quand on lance une revue, on a le retour sur les ventes près de 9 mois après. C'est un trimestriel, donc les retours du distributeur dans les caisses sont très longues. Et après, moi j'avais été à Bonne École dans l'édition quand j'ai travaillé chez Errance, qui était l'éditeur qui m'a formée un peu à toute la chaîne d'édition en fait. À la maison? D'accord. Oh oui, soleil, regarde. Fantastique. Quel genre de petite fille tu étais? Tu dessinais beaucoup déjà? Oui, j'étais assez solitaire, hein, parce que je pense un peu comme une enfant unique. Je pense comme mes frères et sœurs étaient partis quand j'ai eu 15 ans à peu près. Donc oui, je dessinais pas mal, je faisais beaucoup de BD. Je pense que j'ai lu que des BD jusqu'à l'âge de 17 ans au moins. Et puis voilà, j'étais pas très sociable, mais bon, je me sentais relativement bien comme ça, quoi. Ton père t'emmène à chaque fois qu'il le peut sur des sites archéologiques? Oui, alors il a toujours été... voilà, il y a une tradition un peu d'historien dans la famille. Et même du côté maternel?
Oui, parce que ma mère, effectivement, s'intéresse aussi à beaucoup de choses. Et puis elle avait un père, René Serron, qui était un grand-père que j'adorais et qui était ce qu'on appelle l'exemple parfait d'un érudit local. L'archéologie, c'est quelque chose qui est né de ces gens-là, quoi, des érudits locaux, des notaires qui prospectaient autour de chez eux, quoi. Donc c'est surtout la curiosité qui me plaisait chez lui, quoi. Il avait toujours ce regard pétillant des gens qui s'intéressent à quelque chose, quoi. On a eu une connexion tous les deux, quoi. C'est une espèce d'admiration. Tu vois, si tu fais tes traits qui s'arrêtent, ça te fait ta route sans la dessiner avec le trait, voilà. Je crois que c'est la première fois que je dessine à l'extérieur. Ah oui? C'est chouette quand même. Vachement, punaise, c'est irremplaçable, oui. Ouais, puis finalement, Dans parce le que jardin, c'est en vachement plus, t'es pas stressé par le... Mais j'aime bien l'idée qu'on soit à plusieurs quand même. Ah ben c'est plus sympathique. Avec Ouais. quelqu'un qui te conseille, c'est quand même mieux. Ouais, bon. Tu commences un cursus d'art plastique que tu Ouais, poursuis en fac. Ouais, jusqu'en licence, ouais. J'étais plutôt illustrateur que vraiment une artiste. Ensuite, par exemple, j'ai fait du dessin technique, donc ça me convenait. J'ai un côté plus monacal quand je dessine. Je suis pas quelqu'un qui va se lâcher avec la couleur, etc. C'est un peu angoissant pour moi, donc voilà, ça me convenait pas très bien, ouais. Une fois la licence obtenue, tu t'orientes vers l'archéologie enfin. Oui, parce qu'en fait, bêtement, je pense comme beaucoup de gens, on a l'impression qu'on n'est pas forcément capable de faire ça. L'archéologie, c'est un truc un peu mythique. On a l'impression que c'est réservé à des gens qui parlent le grec, le latin, et qui sont déjà des érudits. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas pour nous, quoi. Donc voilà, je suis arrivée en deuxième année de DEUG d'archéologie, donc j'ai fait DEUG licence et jusqu'en DEA, quoi. Mais on pourrait pas avoir des œuvres, des vraies, parce que là... Non, toi c'est bien, cela dit. Oui, très. Ouais, enfin, ça fait trop longtemps que j'ai pas dessiné, mais si vous voulez voir des œuvres, Ouais. on peut aller au SPAD, comme ça je peux vous présenter Marina L'Aquavivre. C'est vrai avec qu'il y a qui je un lieu travaille. d'expo ici Tout à à fait, Île-Rousse. ouais. Et qui a toujours toute l'année des expos super, donc Bah, je pense volontiers. que c'est l'occasion. Allez. Oula. Je te le rends. De toute façon, il commence à se faire tard. Et si vous ne saviez pas pourquoi l'Isola est rosse, vous allez le comprendre en passant près de la tour de la Pietre. C'est beau, là. La ville rousse porte bien son nom, ouais. Donc lieu C'est d'exposition. Ouais, qui est Ah, très, tiens, très avec, actif, Nada l'arte. voilà, je vous en prie. Merci. Marie, je vais te présenter Marina L'Aquavivre, qui est directrice Bonjour du... Marie-Noël, merci de nous accueillir ici au SPAD. Très volontiers. Voilà. Ouais, moi j'ai beaucoup entendu parler de cet endroit, de ce lieu d'exposition, mais je crois aussi qu'ici vous avez fait pas mal de rencontres scientifiques toutes les deux. Oui, parce que l'avantage de cette salle, c'est qu'elle est modulable. On peut faire et des expos et des conférences. Donc ça fait un moment qu'on collabore pour... Qui vous avez reçu alors ici? Ah, c'est que Cécile a un carnet d'adresses assez fourni. Alors, elle a invité chez nous le professeur Yves Copin, c'est parce que je crois que c'est le plus... le plus connu, le plus réputé, mais... Il y a un public, Marie-Noël, pour ce genre de Ah rencontres? Oui. On a un public assez avide, assez gourmand, et puis pas mal averti maintenant. Bon, et puis dès qu'il y a des intervenants et des scientifiques de qualité, évidemment, on attire toujours beaucoup de public. Puis après, effectivement, le SPAD fédère aussi. Pas c'est mal, un petit ouais, rendez-vous, quoi. ouais. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vois plein d'objets d'art. Alors là, vous me surprenez, là, ce soir, nous sommes en train de préparer le vernissage d'une exposition d'artistes qui sont installés en Valagne. Et cette année, on a des choses merveilleuses. Et comment vous les trouvez, ces artistes? C'est magique. C'est l'œuf, hein. Ça, C'est très joli. c'est l'allégorie de l'œuf. Tout à fait. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'attention, là, Alors là, c'est le une stand œuvre selon mon cœur. Hein. féminin par excellence. Cette fameuse vulgarisation qui est le leitmotiv, en fait, de ton travail. Transmettre au plus grand nombre. Oui, c'est-à-dire que par rapport à la recherche, ça me donne le sentiment d'être un peu utile. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est-à-dire que... Alors, je dis pas surtout que la recherche n'est pas utile, mais je pense que je n'étais pas un chercheur dans l'âme. Et là, il y a un contact, il y a un lien avec les gens, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire comprendre comment fonctionne la recherche. C'est-à-dire que la recherche, elle ne sort pas des vérités toutes faites, quoi.
C'est la culture du doute, hein, donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Mais je pense que si déjà on arrive à faire comprendre aux gens que c'est compliqué, donc si ils sont pas d'accord, c'est pas parce qu'ils sont incompétents, mais c'est parce que la recherche avance comme ça, quoi. Et en Corse, la recherche naturaliste a de beaux espaces à explorer. À Calvi, l'Université de Liège a installé un laboratoire océanographique, la Star Réseau. Marie, viens avec moi, je vais te présenter Pierre Lejeune, qui est le directeur de la Star Réseau. Bonjour Pierre. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. À quoi ça sert Star Réseau? Qu'est-ce qu'on fait ici? Star Réseau, c'est station océanographique. D'accord. Océanographique, ça veut dire qu'on étudie l'océan, on étudie la mer. Et quand on étudie la mer, la base du problème, c'est l'eau. Puisque la mer, l'océan, c'est constitué d'eau. Mais ce n'est pas que de l'eau. Dans l'eau, il y a du sel. Dans l'eau, il y a tout un tas de nutriments qui vont servir à la vie. Et ce genre de machine permet de faire le début du boulot de l'océanographe, c'est-à-dire en immergeant ces machines-là, on va étudier la composition de la colonne d'eau dans laquelle la vie va se développer. Donc ici, on étudie la vie. On étudie la vie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille comme ça au bord de l'eau, Ouais. que vous me montriez, et qu'ensuite, on aille faire un prélèvement si c'est possible. Ça marche. Allez, alors on y va. C'est génial. Je vais étudier la vie. La base de la base. Ouais. Pourquoi Star Réseau a choisi ce lieu précisément? Ah, c'est un lieu extraordinaire parce que d'abord le milieu est, comme beaucoup de lieux en Corse, extrêmement préservé. Mais surtout, on se trouve déjà loin en mer et on est avec un accès au milieu qui est complètement exceptionnel et tout à fait rare. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement, précisément? Concrètement, quand on étudie la mer, on essaie d'abord d'étudier la physique de l'océan. C'est-à-dire qu'on va mesurer les quantités de sel dans l'eau de mer, on va mesurer la température de l'eau de mer, et par exemple, un courant marin dépend du sel. On va étudier ces choses-là. Mais on va aussi étudier dans l'eau la quantité de nutriments qui peut s'y trouver. C'est quoi les nutriments? C'est les engrais qui vont permettre à la vie de se développer. Et on est dans un endroit exceptionnel pour mesurer et étudier ça. On va étudier le phytoplancton, qui est